Le fils du roi arrêta sa monture, en descendit. Il s'approcha, se haussa sur la pointe des pieds pour regarder à l'intérieur de la cabane, mais un voile en cernait les murs et de la seule fenêtre émanait une lumière aveuglante. La porte était verrouillée. En s'accompagnant de son instrument, la princesse entonnait maintenant une vieille chanson que lui fredonnait sa mère. Le prince en fut ému aux larmes. Il monta sur le toit et trouva une lucarne. Les mains en visière devant ses yeux, il finit par apercevoir la princesse. Assise devant son clavier, radieuse, elle était plus belle que les plus belles femmes que le prince eût jamais vues. Et de sa robe jaillissait cette lumière éblouissante. Perché sur le toit, le prince faillit en tomber à la renverse. Peau d'âne, qui le regardait dans le reflet de son miroir, sourit et continua à chanter. Elle trouva ce prince fort charmant avec ses grands yeux et son air ébahi. Elle eut aussitôt envie de mieux le connaître. Mais la suite du prince déboula dans un grand bruit. La princesse se tut, elle attrapa le galet et redevint peau d'âne, pendant que le prince retrouvait la terre ferme, encore tout secoué de ce qu'il venait de voir. Le jeune suzerain rentra dans sa cité. Il vivait dans une immense bâtisse creusée dans la roche, un arbre d'un blanc strié de couleur sourde, une pierre dure et froide. Fantaisie ou nécessité, on ne sait, mais depuis toujours, la mode imposait aux habitants de la cité, famille royale comprise, le port du chapeau plat. La famille du prince régnait sur cette cité des chapeaux plats, et le pays tout autour depuis si longtemps qu'on ne savait plus comment ils étaient arrivés là. Dès qu'il revint de la forêt, le prince se jeta sur son lit et tomba dans une terrible mélancolie. Plus rien ne l'intéressait, que se rappelait l'image de la jeune fille de la cabane. Le roi et la reine s'interrogèrent. Ils ne comprenaient pas pourquoi leur fils, d'habitude si gai, si alerte, ne bougeait plus de sa chambre. Les jours passaient, et il restait, le regard fixe, perdu dans ses rêveries. Il ne répondait pas à leurs questions, il ne mangeait plus rien, se laissait dépérir. Leur inquiétude grandissait. Le prince tolérait seulement la visite de 3 amis proches. Il s'était confié à eux et leur avait demandé d'enquêter. Qui était cette beauté qui vivait dans la cabane au fond de la forêt ? Les 3 amis revinrent bientôt, porteurs de tristes nouvelles. Partout, on leur avait répondu que la fille était une crasseuse qui s'appelait Peau d'âne et qu'il n'y avait nulle beauté dans cette cabane ni ailleurs dans la forêt. « Eh bien, qu'importe !» s'écria le prince, sorti tout à coup de sa mélancolie. « Vous voulez que je mange ? Je mangerai, à condition que ce soit un gâteau préparé par Peau d'âne. » Ses parents se réjouirent. Les 3 amis partirent aussitôt passer commande à cette Peau d'âne d'un gâteau pour le prince. Si la fermière fut étonnée de la demande du prince, elle n'en laissa rien paraître. Le prince s'intéressait à sa ferme, c'était bien tout ce qui comptait. Elle alla trouver Peau d'âne dans la porcherie et lui fit part de la commande. Elle lui donna des œufs, du lait, de la farine, de quoi préparer un gâteau. Postés plus loin, les 3 amis virent Peau d'âne sortir de la ferme. À la vue de cette crasseuse, leur nez se fronça. La fermière insista. « Vous direz bien au prince que les œufs sont de ma ferme et la farine de mon moulin. » Peau d'âne courut s'enfermer dans sa cabane. Cuisiner pour ce prince l'amusait. Elle effleura le galet pour passer sa robe couleur de jour, lisser ses cheveux et mettre quelques bijoux à ses doigts. Elle demanda à haute voix une recette pour le meilleur des gâteaux. Le galet afficha une liste. Cake d'amour, clafoutis au cœur cerise, tarte aux pommes d'Ève, brioche des amants ou brioche d'amour. Peau d'âne répéta « brioche des amants » et le galet lui dicta la recette en faisant apparaître tout ce qui lui manquait. Farine, peu. 3 œufs, du sucre, beaucoup, du beurre, plus encore, une pincée de sel, de la levure pour la rondeur, diluée dans un trait de lait tiède, de la vanille pour le sourire, du rhum pour les rêves d'îles lointaines. Pétrir avec douceur, malaxer avec tendresse, 1 fois, puis 2, puis 3. Laisser reposer, cuire au four en l'arrosant de beurre, encore. Sortir au bout d'une demi-heure, verser le sucre en pluie sur la brioche toute chaude encore. Servir aussitôt, et ne pas oublier, si elle refroidit, de réchauffer la brioche d'amour. Tout en chantant, Peau d'âne versa, pétrit, malaxa, pria la brioche en 3, et n'hésita qu'une minuscule seconde avant d'ôter son anneau de cristal de son doigt et de le glisser dans la pâte qu'elle enfourna aussitôt.
Près de là, les 3 amis s'impatientaient. Ils ne comprenaient pas pourquoi la cabane était devenue si brillante qu'ils ne pouvaient regarder par la fenêtre ce qui s'y passait. Mais ils trouvaient la voix de cette peau d'âne fort charmante. Dommage qu'elle fût aussi crasseuse, aussi vilaine. Quand la brioche fut cuite, la princesse, camouflée sous sa peau de bête, la donna aux 3 amis qui s'empressèrent de la porter au prince. Dans la cité des chapeaux plats, tous attendaient le fameux gâteau en se demandant si enfin le prince allait redevenir lui-même et retrouver sa joie. Les 3 amis se précipitèrent dans sa chambre, leur chapeau à la main. « Le gâteau !» annonça le premier. « Le voilà !» précisa le second. « Il est là !» murmura le troisième. « Et peau d'âne ?» demanda le prince, tout guilleré. « Vous l'avez vu ?» 2 des amis répondirent, fort embarrassés. « Cette peau d'âne est bien crasseuse, bien vilaine. » Et le troisième ajouta, « Mais elle a une belle voix. » Le prince huma la brioche, il en arracha un bon bout et le porta à sa bouche en soupirant de bonheur. Le souffle suspendu, les 3 amis attendaient, le roi et la reine aussi, qui les avaient rejoints dans la chambre. Tous, penchés vers le prince, espéraient que le gâteau allait le guérir. Mais voilà que le prince devint rose, il s'empourpra jusqu'à tourner écarlate. Il râla, atteint sa gorge, mit un doigt dans sa bouche avec moult borborigmes. Le roi, la reine et les 3 amis le regardaient, figés de stupeur, ne sachant que faire. Mais le prince s'ébroua et son visage reprit sa couleur ambrée. Il tendit entre ses doigts le petit anneau de cristal et sourit. Cette peau d'âne était décidément bien fine. Il savait ce qui lui restait à faire. Celle qui enfilera parfaitement cet anneau à son doigt, celle-là je l'épouserai, d'où qu'elle vienne, qui qu'elle soit. Ainsi passa l'annonce dans tout le pays et au-delà. Le prince épouserait celle à qui l'anneau de cristal irait à merveille. Et les chevaux galopèrent, et les montures de tout genre à roues, à voiles, à air soufflé sillonnèrent le pays. Elles parcoururent les contrées, car personne ne devait être oublié. Et les filles, toutes, femmes jeunes ou vieilles, se mirent à masser leurs doigts, à loindre d'huile censée le rendre plus menu, à dormir la main enveloppée d'herbe pour nourrir leur peau sèche. Certaines allèrent même jusqu'à limer leur annulaire pour être sûres d'y passer le fameux bijou. Au jour dit, une foule immense envahit la cité. Les femmes entrèrent dans la bâtisse royale, l'une derrière l'autre. Il y en avait tant qu'on ne voyait plus où la file s'arrêtait. Elles étaient de tous les âges, grandes ou petites, rondes ou osseuses, rousses, brunes ou blondes. Elles venaient de partout. Les villageoises d'une contrée lointaine étaient arrivées, toutes chapeautées de volailles empaillées. Elles caquetaient, à qui mieux mieux, et faisaient tant de bruit qu'on ne s'entendait plus. Il y eut quelques bousculades, l'une reprochant à l'autre de l'avoir dépassée. Mais bientôt, les sirènes royales résonnèrent, et tout le monde se tut. Dans la grande salle, le prince était juché sur un fauteuil d'albâtre, ses 3 amis à ses côtés. Le roi et la reine, fébriles, étaient assis sur un trône un peu plus loin. Une première jeune femme se présenta, plutôt belle, grande et souriante. Mais quand elle tendit son annulaire, il n'entra qu'au tiers dans l'anneau de cristal. Puis ce fut une énorme femme au teint de lait, qui ne put le passer qu'à la première phalange. Une enfant l'enfila, mais il tomba aussitôt. Elle était bien trop jeune. Une vieille paysanne rit aux éclats en coinçant l'anneau entre ses doigts, tordus par le temps. Elle aussi voulait s'amuser et rêver. Le prince lui sourit. La 15e jeune femme lui aurait bien plu s'il n'avait pas eu l'image de peau d'âne dans la tête. Du reste, elle ne put passer l'anneau, il était trop petit pour elle. Au bout de 3 heures, le prince commençait à s'ennuyer ferme. À ses côtés, ses 3 amis bâillaient. Mais il y avait tant de femmes encore à voir. Le roi s'endormit. Les essayages continuèrent, rythmés par les ronflements royaux et les soupirs du prince. Au bout de la journée, il restait encore plus de 100 femmes qui attendaient. Le prince ne renonçait pas. Il voulait les voir, toutes. Les fermières aux mains tannées par le travail, les ouvrières aux mains noueuses, celles aux mains musclées adoucies par les gants de cuir qu'elles portaient pour usiner le métal,
les voyageuses aux yeux rêveurs, les filles de cirque qui passèrent l'anneau en vain mais en faisant des cabrioles folles, les musiciennes, les couturières, les professeurs et les élèves. Toutes essayèrent l'anneau, aucune ne put le passer. C'était à désespérer. Quand à la fin de la nuit on arriva aux dernières femmes, quand le dernier annulaire de la dernière jeune fille fut tendu sans succès vers l'anneau, le prince demanda si peau d'âne avait été prévenue. Dans la foule des spectateurs, la fermière à la large carrure éclata de rire. « Peau d'âne ? Elle est bien trop vilaine !» Le prince se leva et exigea qu'on aille la chercher. Et c'est ce que l'on fit. Peau d'âne arriva enfin, escortée par les 3 amis. Elle traversa seule l'immense salle, pieds nus, la tête baissée sous sa peau de bête, le corps lourd du manteau aux 1000 fourrures. La foule retint son souffle. Le prince n'allait tout de même pas épouser cette crasseuse. Elle s'approcha du jeune homme, sortit une main menue de sous la fourrure et la lui présenta. Le prince n'osait dire un mot. Il cherchait à croiser le regard de Peau d'âne. Il passa l'anneau à son doigt en tremblant. Au moment où l'anneau s'ajusta parfaitement à son doigt, Peau d'âne leva la tête et fit tomber son manteau à terre. Elle apparut, vêtue de sa robe couleur de jour, et sa beauté étincelante éblouit tout autour d'elle. Le roi fut réveillé par un éclat de lumière. Devant la splendeur de la jeune femme, il applaudit comme un enfant. « Mon fils, vous avez trouvé la plus lumineuse des épouses. » Il prit la main de Peau d'âne, la leva et la plaça dans celle du prince en clamant « Vive les fiancés !» Le prince baisa tendrement les doigts de Peau d'âne. « Peau d'âne, voulez-vous m'épouser ?» La jeune fille regarda la salle de marbre autour d'elle. « Je pourrais planter des fleurs, du lierre et des fougères, ce que vous désirez. Et pourrons-nous libérer les oiseaux, tous les animaux, et nous nourrir de graines et de plantes ? » Manger des graines ? Mais oui, pourquoi pas ? Alors oui, beau prince, j'accepte de vous épouser. Et ils s'embrassèrent. Les femmes à chapeau de poule, d'oie et de dindon gloussèrent d'aise. Cette Peau d'âne était bien aimable, tout compte fait. La fermière écrasa discrètement une larme d'émotion au coin de son œil. Les plus aigries des prétendantes ravalèrent leur fiel, les plus jalouses durent l'admettre. Peau d'âne et le prince formaient un couple merveilleux. Ils s'embrassaient encore quand la foule lança un « hurrah » qui retentit jusqu'aux contrées voisines. Aujourd'hui encore, on se souvient du mariage du prince et de Peau d'âne. Il y eut de la musique, des chants, des myriades de plats venus de mondes lointains, des pans de soieries aux couleurs profondes suspendus en labyrinthe dans la cité, des jeux, des parfums. Au moment de leur union, on ouvrit les cages de tous les oiseaux du pays. Libres, ils s'envolèrent et dessinèrent un nuage de clarté dans un ciel bleu turquoise. Pendant le cortège des invités, le père de Peau d'âne apparut. Il prit la main de sa fille dans la sienne et lui baisa tendrement le front. « Ma fille, je suis si heureux. Quelle folie m'a pris. Pourrez-vous l'oublier ?» Peau d'âne se blottit contre son père, retrouvant des élans d'enfance. « Retrouver le père qui m'a tant manqué me remplit de joie. » Le roi fit un mouvement pour laisser passer la fée Lila, qui attendait derrière lui. « J'ai beaucoup parlé avec ta marraine. » La fée Lila fit un clin d'œil à sa filleule. Peau d'âne haussa un sourcil, finit par sourire. « Vous allez vous marier ?» Trompettes et hautbois résonnèrent, couvrant la réponse du père. On ne sait si les uns ou les autres eurent beaucoup d'enfants ou pas, qu'importe. Ce que l'histoire rapporte, c'est que tous vécurent longtemps, heureux, libres et joyeux dans les royaumes de la paix. Ainsi s'achève la lecture de Peau d'âne, un conte réécrit par Cécile Roumiguière et illustré par Alessandra Maria. Et on ne peut que vous conseiller d'aller contempler les magnifiques illustrations qui ornent ce livre. On vous remercie de votre écoute et on vous dit à bientôt pour une nouvelle série de podcasts.